Générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un film algérien qui sort le 22 avril sur les écrans en France. Le film s'appelle Première ligne. C'est une comédie réalisée par un cinéaste fondamental, important dans l'histoire du cinéma. Il s'appelle Merzak Alouache. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne, si vous me suivez. Et pour parler de ce film, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer de comprendre comment l'image, comment la lumière, comment le regard, comment le visuel, si tant est on peut appeler ça un visuel, on verra, comment tout ça est questionné dans ce film, voire même dans d'autres films de Alouache. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi ne pas inviter le DOP, le directeur de la photographie, bon, son véritable nom, c'est Mohamed Talieb Lagoun, mais on le connaît tous sous le nom de Hamoudi Lagoun. Et grâce à Thierry Vidot, que je remercie, il a accepté, en tout cas Hamoudi, d'être là pour nous parler et de ce travail avec Merzak, mais aussi en général, et ça me fait vraiment plaisir. On se tutoie parce que, alors, on s'est rarement vu, mais on se connaît un peu, donc je me permets de le tutoyer. Comment vas-tu? Écoute, je suis ravi de participer à ton émission, que je suis d'ailleurs. J'écoute de temps en temps les vidéos, ça m'intéresse beaucoup. Je suis ravi d'être dans ton podcast. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui, Podcast? pourquoi pas? Pourquoi Oui. pas? Je te disais, hors caméra, je disais que c'est rare, il est rare de donner le micro au directeur de photographie ou directrice de photographie, et tu as acquiescé. Est-ce que tu peux l'expliquer, ça, le fait que très, très, très souvent, on met cette partie-là de côté, très souvent, mais ça peut arriver aussi qu'on puisse entendre des interviews avec des DOP, mais c'est assez rare. Comment tu peux l'expliquer? Bah, peut-être d'une part parce que souvent on pense, à tort d'ailleurs, que le travail du directeur photo n'est qu'un poste technique. Et on nous affecte la partie technique. Et ce qui est flamboyant, ce qui ressort généralement des films, c'est plus le star system, c'est les comédiens qu'on met plus en avant et bien sûr le côté visible. Nous, on est derrière la caméra. Vous êtes derrière la caméra, mais en même temps, on sait que sur un tournage, le poste que tu occupes est l'un des postes, si ce n'est peut-être le plus, enfin, voilà, un des postes les plus importants du tournage. Oui, écoute, effectivement, oui, c'est vrai que c'est la direction de la photographie. Moi, j'ai presque envie de dire que j'ai fait moi ce métier par lâcheté, quoi. Généralement, c'est quelqu'un qui est quasiment apte à réaliser le film. Parce il a déjà la formation de réalisation, il maîtrise tous les rouages de la fabrication du film. C'est aussi l'alter ego du réalisateur, c'est-à-dire on va commencer à travailler en amont. Souvent, on va être les premiers à être sur le projet, on va être consultés, on va discuter du scénario, on va discuter de la façon de le faire, on va traduire, si tu veux, les idées écrites à l'image. On va se partager, si tu veux, le travail d'adaptation de l'écrit vers l'image. Donc, moi, j'ai eu ce choix à faire. Est-ce que je fais de la réalisation, de la photographie? À la fin de mes études cinématographiques, j'ai préféré être plus prudent et prendre choisir par lâcheté de faire de la direction photo. Bah, quand tu lis un scénario, on te met à disposition un scénario, est-ce que tout de suite tu identifies d'abord les axes de lumière, ou alors plutôt les axes de regard? En fait, moi, j'essaie de comprendre les intentions du réalisateur dans un premier temps, parce que je ne dois surtout pas, en tout cas, interpréter le film à ma manière. Pour les raisons que je viens de t'évoquer. C'est-à-dire, comme j'ai un bagage aussi de réalisateur, il ne faut pas que il faut pas que j'ai cette vision un peu de réalisateur. Il faut que j'essaie de comprendre sa vision à lui, le vrai réalisateur. Et après, bien sûr, ça va ouvrir beaucoup de questionnements. C'est-à-dire, je vais lui poser, comme tous les autres collaborateurs d'ailleurs, les chefs de poste, ceux qui sont ceux qu'on appelle les contributeurs créatifs. J'insiste sur ce terme parce que c'est très important.
vont poser beaucoup de questions. Comment tu vois cette chose? Comment tu vois cette scène? Ah, tiens. Et c'est là où on peut effectivement proposer ou donner notre avis, bien sûr, notre vision des choses. Et est-ce qu'il y aurait une méthode, ta méthode pour, pour traduire ce qu'on peut appeler un sous-texte, politique ou alors social, uniquement par la lumière ou par le cadre? En fait, si tu veux, c'est le débat est assez vaste, mais on peut commencer déjà par le début. C'est-à-dire, si tu veux, le cinéma a souvent, à tort, même dans nos sociétés à nous, a toujours été, on a toujours pensé que le cinéma, c'est raconter des histoires. Or, le cinéma, c'est un art à part entière, un peu comme la peinture ou le théâtre. Donc, et il répond à des codes et un solfège, si tu veux. Donc ce solfège, on l'apprend. Et ce solfège ne s'adresse pas à l'intellect, il s'adresse à l'archaïsme. Toutes les règles cinématographiques, si tu veux, ce solfège devrait pouvoir parler à tout le monde en faisant, en faisant si tu veux, en occultant le côté culturel ou intellectuel de la personne. C'est n'importe qui voit un film doit pouvoir comprendre. Donc ce langage, il répond plus à cette exigence et il s'adresse beaucoup plus aux instincts qu'à l'intelligence intrinsèque. C'est-à-dire il faut vraiment partir de cette base-là pour comprendre comment on élabore après, comment on va décider de découper, par exemple, ou de filmer ou de cadrer. C'est ce solfège-là qu'on va utiliser. Souvent, les réalisateurs doivent le maîtriser. Bon, il y en a qui viennent plus de l'écriture ou du théâtre, qui ne maîtrisent pas forcément. Je peux citer le cas, par exemple, de Rihanna, avec laquelle j'ai travaillé, qui est sur le film À mon âge, je me cache encore pour fumer. J'ai fait la partie algérienne. Elle était tout à fait consciente de ça, parce qu'elle venait du théâtre. Elle me disait, écoute, moi, je ne comprends pas ce langage, donc je me suis évertué à faire des choses qui ressemblent un peu au théâtre, c'est-à-dire des plans-séquences, ce qu'on appelle, nous, des plans-séquences, filmés au Steadicam. Bon, ma camarade grecque qui a fait l'autre partie dans le hammam, elle a eu, la pauvre, la caméra tout le temps en mouvement, donc elle faisait des plans-séquences avec elle, et pour qu'elle reste dans cette temporalité du théâtre, parce qu'elle ne maîtrisait pas forcément le langage qui est lié au découpage technique, les plans, les grosseurs, les focales et tout ça, toute cette technique qui nous permet de finalement faire quoi? Amener des sentiments ou des sensations au public, quoi. Donc ce qui est intéressant quand on t'écoute, ce que je comprends finalement, c'est que, hem, toi, tu considères à ce moment-là la caméra plutôt comme non pas comme un dispositif idéologique, mais plutôt comme une espèce de, bah, comme un personnage en fait, comme un témoin, un personnage. En fait, la caméra, si tu veux, et elle devrait être utilisée comme ça, c'est le point de vue du réalisateur. Parce que finalement, un film, c'est quoi? C'est à chaque plan, chaque moment, chaque temporalité, c'est ce que voulait dire ou ce que veut induire comme sensation le réalisateur. Donc, finalement, c'est l'œil du réalisateur, la caméra. Moi, je l'utilise pour traduire ce qu'il veut dire. Si j'ai bien compris les intentions du départ, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut raconter avec cette histoire. Et là, si tu veux, cette caméra, effectivement, c'est un outil. C'est un Mmh. outil qui va nous permettre de faire ce travail-là. Souvent, on pose la question qui m'égratine le plus ou qui m'intéresse le moins, c'est quand on me dit ah, sur tel film, tu as utilisé quelle caméra? C'est la question la moins intéressante qu'on pourrait poser à un chef opérateur. C'est-à-dire ça nous annule de l'équation. Le Ah oui, travail du chef d'accord. opérateur, ce n'est pas du tout la caméra. Dans ma carrière, moi, j'ai eu à travailler avec. J'ai commencé par le 35 mm et je suis passé par toute cette transition qui nous a mené à l'Ultra HD, maintenant le 4K et tout ça. Il y a eu tout plein de petites bidouilles, des fois des assemblages d'optiques cinéma sur des caméras numériques de basse qualité. Il y a eu plein de trucs. Et ce n'est pas ça qui nous a empêché de raconter ou de faire ce dont c'était notre métier, quoi.
Avant qu'on parle un peu plus de ces quelques films et voire même du dernier, Première Ligne, Mmh. euh, il m'arrive parfois de poser une question à mes invités sur leur image marquante, à savoir dans l'enfance peut-être, il y aurait eu comme ça une image, ça peut être un extrait d'un film ou quelque chose que tu aurais vu dans la rue, dans ton quotidien, ou alors une émission radiophonique ou une peinture, enfin quelque chose qui fait qu'il y a eu une image, et cette image peut-être aujourd'hui, elle définirait ton rapport, ton propre rapport aux images plurielles. Est-ce qu'il y aurait de cela en toi? Est-ce que tu l'as, ton image marquante? Moi, j'ai un vague souvenir de, je devais avoir, 5 ans, je sais pas quoi, j'étais très, très jeune. Ma mère, m'avait emmené, au cinéma L'Afrique, parce qu'elle faisait souvent, on habitait Cuba et ma tante habitait, rue Didouche. Donc, ma tante et ma mère nous mettaient dans le cinéma et il y avait la placeuse, tu sais, l'ouvreuse qui nous gardait L'ouvreuse. pendant la séance. Et pour mon anniversaire, elle m'avait emmené voir Omar Getleto. Et oui, c'est une histoire véridique. Omar Getleto. Et c'était bizarre parce que ça ne ressemblait pas aux autres films qu'on regardait. Peut-être que sans comprendre à l'époque, j'étais peut-être trop jeune, j'avais quand même cette idée que c'était quelque chose de différent. Parce qu'on voyait tout ce qui est cinéma indien, les Jackie Chan, il y avait plein de films comme ça, commerciaux, qui venaient d'étrangers. Mais là, c'était un film très... Et cette image, elle m'est revenue le jour où j'ai eu l'appel de Najib Boulbsel qui m'avait appelé pour Le Repenti, en 2012. Je suis sorti de cette réunion en me disant, c'est quand même dingue, j'ai vu Omar Getleto et 30 ans ou 40 ans plus tard, je fais un film avec le réalisateur de Omar Getleto. Mais on avait quand on était gosse, on partait au cinéma. Ça, Ouais. j'en garde un souvenir. Et c'était 5 dinars et on nous bastonnait à coups de, c'est pour rentrer dans le, euh, c'était souvent des garçons, il n'y avait pas de filles hein, à l'époque. Mm. Mais on allait, dans mon quartier à Cuba, il y avait 2 cinémas, l'Élite et le Rex, et on allait voir des films. La Guerre du Feu, je l'ai vu au cinéma, à Cuba. Ça aussi, c'était un choc, parce qu'il n'y avait pas de censure dans les cinémas. Mis à part les copies qui étaient un peu usées, donc elles étaient scotchées par moment, mais il n'y avait pas l'acte de censure contrairement à la télé. Il n'y avait pas de sélection. Donc on voyait des films, on voyait tout. Donc tu imagines la guerre du feu à Cuba. Oui, c'est que si je me souviens bien, dans la guerre du Il y avait feu, il y a certaines scènes, un moment. Bah oui, il il y n'y a une avait pas séquence où. il y avait pas des petits losanges, genre moins de 12 ans, moins de trucs. Voilà. Donc, alors, je vais quand même contextualiser deux, trois choses pour celles et ceux qui ne savent pas. Tu as nommé le cinéma L'Afrique. Mm. C'est un cinéma donc en plein centre-ville d'Alger. Voilà, ça c'est pour que les gens voilà. Et tu l'as très bien dit, Omar Gatlato, premier long métrage de fiction de Merzak Alouache. Donc c'est pour ça que j'ai eu un fou rire. Mais est-ce que, restons, enfin encore une question sur cette période-là. Est-ce que le cinéma a vraiment été très très important dans ta vie? Est-ce que tu es cinéphile? Voilà, pour aller très vite, est-ce que tu es cinéphile? Bah, écoute, oui, je l'ai été parce que je l'ai été, je le suis toujours parce que ça fait en fait, quand tu rentres dans une école de cinéma, tu dois avoir vu, au moins, 300 classiques, et on t'oblige à les voir. On t'oblige à les voir et bon, Dieu merci, maintenant avec les plateformes, tu as accès à ça. Moi, quand j'ai commencé, c'était un peu vers le tard parce que malheureusement, le système éducatif en Algérie, moi, je suis parti, j'ai fait l'école primaire et secondaire à Alger, et je suis parti en 93 en France, Mhm. et j'ai entamé mes études cinématographiques en 97, 97 jusqu'en 2000. Et j'ai fait après des perfectionnements qui ont été jusqu'en 2002. Et malheureusement, en fait, mis à part, c'est-à-dire on allait pour le cinéma comme divertissement, il n'y avait pas cette notion de cinéma, c'est-à-dire culturel.
Il n'y avait pas cette dimension culturelle. Mais quand j'étais à l'école, oui, là, j'ai dû apprendre à voir des bons films. Donc ça, c'est important. C'est quoi un bon film? Un bon film, je disais ça quelque temps à mon épouse, un bon film, c'est un film qui t'attrape pendant 1 heure et demie, tu décroches pas, quoi. Pour moi, par exemple, La maman et la putain de Jean Eustache, c'est un super bon film alors qu'il est fait avec rien. C'est Hell in the Pacific de John Borman, c'est un super film, tu as 2 acteurs sur une île et tu es comme ça happé pendant 1 heure et quelques. C'est ça pour moi un bon film. Ça peut te gêner, ça peut t'ennuyer. Moi, le film, c'était quoi de Justine Triet, Anatomie d'une chute, ça m'a vraiment dérangé le propos. Ça m'a vraiment dérangé, mais j'ai adoré le film. C'est un bon film. Après, c'est indépendamment de ce que ça raconte. Un film, c'est une œuvre cinématographique. C'est pas raconter des histoires comme je te disais au début. C'est ça j'ai l'impression qu'on est c'est une notion qu'on a tendance à oublier en Algérie, dans notre cinéma à nous. C'est la différence entre faire du cinéma et raconter des histoires. Et comment toi, de ta position de DOP, tu attrapes l'attention des spectatrices, spectateurs? Bah, écoute, déjà, dans un premier temps, jouer la musique, quoi. Jouer le solfège. Par exemple, tout à l'heure, je te racontais l'histoire de règles. Je vais t'en citer une seule pour vraiment illustrer le propos. Dans le langage cinématographique, tu as l'articulation de point de vue et le point de vue. C'est une règle cinématographique. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que, par exemple, donc, tu me filmes là, tu me filmes frontalement, je suis en train de lire un journal et à un moment donné, j'articule un point de vue. Je vais faire ça. Donc, la personne qui est filmée articule un point de vue. La règle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le plan d'après devrait être le point de vue de cette personne. Donc, tu mets la caméra à ma place et tu filmes ce que je suis en train de filmer. Si tu respectes cette règle, tu viens d'assouvir l'archaïsme, le désir du spectateur. Si tu ne le fais pas, bah, tu vas le frustrer. Donc, tu as cette règle que tu peux employer ou transgresser. Tu vois? Et avec ça, je t'assure, si tu fais cette expérience, tu es en train de discuter comme ça avec une personne, pendant la discussion, tu dévies pour regarder de l'autre côté. La personne, elle se retourne, parce que c'est dans l'archaïsme. Et donc, c'est utiliser ces règles-là c'est comme les entrées et sorties de champ, les regards, la règle des 180, celle qui est connue, pour pouvoir faire en sorte que 2 personnes se regardent, ou au contraire ne se regardent pas. La règle du point de vue, tu sais, il y a le film de Hitchcock, Fenêtre sur cour, qui est monté que sur ça. C'est tout un film où tu as le mec, il est cloîtré, il est cloué dans sa chaise parce il a le pied dans le plâtre. Et il passe c'est la règle du point. C'est un film qui est construit sur cette règle du point de vue. Donc ça, c'est ce solfège-là. Tu peux voir n'importe quel film de n'importe quelle nationalité, même si on ne te met pas les sous-titres, tu ne comprends pas le langage. La langue, tu vas comprendre quand même la partition, tu vas la percevoir. Tu vas la sentir. Et si par un pur hasard, je décidais de ne pas mettre un deuxième plan, c'est-à-dire celui où le plan où l'on voit ce que la personne voit, mais de rester juste sur le hors-champ. Donc la caméra, elle est juste sur cette personne qui fait ça. Et pendant quelques secondes, on reste là-dessus. Et le deuxième plan, ça sera, je sais pas moi, une autre séquence. Ça crée une frustration, mais ça crée aussi le hors-champ. Et c'est beau ça, le hors-champ. Oui, le hors-champ peut vivre sans que tu le montres, c'est clair. Mais et tu peux transgresser cette règle de différentes. Il y a différentes possibilités. Par exemple, quand tu attestes que la personne, par exemple, elle articule un point de vue, et après, tu montres son point de vue. Mais la caméra bouge un tout petit peu et tu le vois dans son point de vue. Ça, sur un plan logique, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rentrer dans ton point de vue. C'est ton point de vue. Tu vois, tes mains peuvent rentrer dans ton point de vue, mais pas ta personne. Et ça crée une sorte de malaise que les gens ressentent, mais qu'ils n'intellectualisent pas. Et c'est ça le langage cinématographique. C'est pas
la beauté des plans. Ça, c'est une autre dimension, c'est une autre strate qui va se rajouter à ton canevas et qui va donner. Moi, par exemple, le film, je ne sais plus comment ça s'appelle, Théorème de Pasolini. Je n'ai rien compris à ce film. Je l'ai revu plusieurs fois. Il m'a fallu 5 ou 6 visionnages pour comprendre que finalement, c'était Jésus. Pourquoi? Parce que je n'avais pas cette culture judéo-chrétienne, moi qui ai été élevé en Algérie, l'islam, les traditions musulmanes et tout ça. Je comprenais rien. Pourtant, le film était quand même très intéressant. Tu vois ce mec, Terence Trump, ou je ne sais pas comment il s'appelle, l'acteur, qui arrive dans une ville et qui rentre chez les gens et qui va se passer ce qui va se passer. Donc, du coup, tu peux, bien sûr, tu peux transgresser. Il y a le film de Roman Polanski, tu sais, d'ailleurs, qui m'a beaucoup gêné. J'ai jamais pu le voir en entier. Là. Moi, j'aime pas les trucs trop, comment il s'appelle, Répulsion, avec Catherine Deneuve. Et lui, par contre, là, pendant les 25 premières minutes du film, il s'est évertué à casser toutes les règles. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a fait en sorte de faire rentrer le spectateur dans la folie. Une immersion. Paranoïa du personnage de Catherine Deneuve. Et ça, je trouve ça génial. C'est aussi ça qui rend le cinéma formidable, quoi. Les sensations que tu évoques depuis maintenant plus de 5-10 minutes, est-ce que tu les retrouves depuis que tu travailles en tant que DOP? Oui, je m'efforce d'être sur des projets où on parle ce langage-là, parce que sinon, on ne fait pas du cinéma. Moi, par exemple, il m'est arrivé de faire des trucs sur la télé. Je ne sais pas si tu as remarqué dans notre cinéma, tu vois, les gens, soit ils sont debout, soit ils sont assis, ils ne bougent pas, ils font rien, ils se parlent, il y a des chants contre chants, voilà. Le langage cinématographique dans notre cinéma, il est réduit, je ne dis pas pour tous, mais pour pas pour tous non plus. Et là, c'est pas très. Un film, c'est pas une logorée, c'est pas juste de la parole. Des fois, moi, j'aime pas que les personnages parlent beaucoup. J'aime bien, au contraire, ce que tu disais, le hors-champ, ou le jeu d'acteur qui va incarner ce sentiment. On n'a pas besoin de mettre une phrase, un sous-titre. Le spectateur, il comprend parfaitement tout ça. Donc, moi, j'aime bien travailler sur des projets comme ça, où il y a un chef d'orchestre qui écrit et qui sait manipuler, qui sait jouer de cette partition, quoi. Qu'est-ce qui te donne, c'est quoi le déclic qui te pousse à accepter de travailler avec tel cinéaste sur tel scénario? C'est quoi le déclic? Moi, je lis tout. Je lis, on m'envoie des scénarios, je lis. Après, ce qui peut m'empêcher, quand on m'envoie un scénario, c'est déjà pour moi quelque chose de bien, parce que c'est une opportunité de travail et je suis très, très content. Mais après, ce qui peut m'empêcher de ne pas faire le film, et ça m'arrive souvent, c'est quand je discute avec le producteur. Là, je comprends qu'on va aller droit dans le mur en klaxonnant, quoi. Donc, je me dis gentiment, des fois en trouvant des petites astuces, je refuse, pas frontalement parce que ça pourrait être mal perçu, mais je comprends que le producteur n'est pas bon pour mener à bien ce projet. Un réalisateur, c'est une promesse, tu vois, c'est quelqu'un, surtout les jeunes qui débutent et tout ça, tu sais pas ce que ça va donner. Tu ne peux pas aussi, à la lecture du scénario, dire que ça va être un chef-d'œuvre ou ça va être. Il n'y a pas de recette, quoi. J'ai envie de dire quelque chose qui va encore perturber peut-être quelques esprits, c'est que ce n'est pas le scénario qui est important, c'est le traitement. C'est la vision et le traitement que va avoir le réalisateur. Quand j'ai lu Le Repenti, d'ailleurs ça ne s'appelait pas Le Repenti, ça s'appelait, je crois, Le Temps de la Concorde. Ça, c'est une info goodies. C'est une goodies. Je ne comprenais pas l'histoire et j'étais perturbé parce que je me dis, c'est bizarre parce que ça parle d'un divorce. Parce qu'il y avait le couple qui était. Je ne comprenais pas.
Et j'étais très, très loin d'imaginer le succès que ça allait avoir derrière. L'accueil au Festival de Cannes, à la quinzaine des réalisateurs, les critiques qui ont été très, très positives et vraiment, le souvenir que j'en garde, c'était comment ça s'appelle? Le Masque et la Plume, je crois. Le Masque et la Mhm. Plume, j'aimais bien cette émission parce que c'est pour quelqu'un qui ne vient pas de cette culture, c'est-à-dire pour avoir vécu en Algérie, donc pour moi, c'était une fenêtre sur le cinéma et avoir des critiques quand même qui ont et qui sont pas d'accord. Ça, je trouvais ça bien. Il y avait, je sais pas combien de critiques dans cette émission, mais personne n'était d'accord avec l'autre. Donc tu entendais les contradictions fuser comme ça. Et là, ils étaient unanimes, quoi. Ils avaient adoré le film. Ça m'avait interloqué, quoi. Moi, je t'avouerai que lorsque je découvre le film pour la première fois au Festival de Cannes, la première séquence, la toute première séquence, j'ai été étonné. Je ne dis pas que je suis un spécialiste de l'œuvre de Merzac, mais j'ai vu quand même beaucoup de films de Merzac, voire même revu plusieurs fois les films de Merzac, et j'ai été extrêmement étonné par cette ouverture parce que je n'avais jamais vu ça dans son cinéma. C'est-à-dire euh, un paysage, une espèce de plaine qui donne plaine entre plaine et montagneuse, comme paysage montagneux, pardon, et puis cet homme qui court, joué par Nabil Asli, qui court, qui est essoufflé, et puis cette caméra qui l'accompagne et qui donne à ce corps quelque chose de très incarné, très, oui, très incarné, quoi, très organique. Et j'avais rarement vu ça dans le cinéma de Alouache, hein, on entend bien. Et puis, caméra à l'épaule, la caméra qui court après ce personnage, donc la caméra qui transpire, qui respire, voilà. Et je me suis dit, tiens, mais ça, j'ai rarement vu ça dans ce cinéma, rarement vu ça. Là, pour le coup, le personnage, comme tu disais, il n'est pas assis, il n'est pas debout, il court. Il court. Hmm. C'est le film d'Alouache qui court. Le cinéma d'Alouache court. Mais là, je pose la question au DOP. Comment on fait cette scène? Comment on la pense, cette scène? Est-ce qu'elle est déjà dans le scénario? Est-ce qu'il y a des bribes? Et toi, quelle est ta part à ce moment-là de responsabilité dans la création de cette scène? Alors, déjà, le repenti, moi, je suis revenu de France, j'ai créé ma boîte de production, je faisais beaucoup de pubs, j'ai arrêté de faire de la fiction, j'étais un peu en déperdition. C'est-à-dire, je faisais quasiment plus de cinéma. Je reçois la proposition du repenti. Je ne connaissais pas Merzak, je connaissais de réputation, de nom, j'avais vu certains films. Et en fait, ce qu'il m'avait dit, Merzak, il m'avait dit, écoute, il m'avait demandé de voir, il m'a invité à voir Normal déjà, que j'ai adoré. Normal parce qu'il y avait cette caméra un peu libre et tout ça, et c'était un peu une sorte de happening, quoi. Et je pense qu'il l'a conçu un peu comme ça. Et en fait, il m'avait dit, écoute, j'aimerais bien que tu vois, comment ça s'appelle, Mélancolia de Lars von Trier, où il y avait cette caméra un peu qui se C'est un balade. scoop. Là, c'est un scoop ce que tu me balances, hein. Je ne Ah savais oui, pas oui, ça. moi je pense que sur les 8 films que nous avons fait ensemble, et d'ailleurs même Mozart me raconte beaucoup de choses. Moi je trouve qu'il devrait écrire ses mémoires parce que pour moi, en plus d'être un grand réalisateur, il a amassé énormément d'expérience et c'est un fin connaisseur du cinéma. Oui, oui, ça, c'est quelqu'un, il ne le montre pas, il ne le dit pas, Ne mais je sais que montre c'est pas, oui, voilà, c'est il ça. voit des Donc, films, il voit beaucoup de films, même récents. C'est un cinéphile, mais il est taiseux. oui. Il dit pas grand-chose, ça, c'est vrai. Oui, même dans sa façon de travailler, on en parlera plus tard. Donc, du coup, il m'a dit Mélancolia, moi, ce que je veux, c'est que caméra, bon, épaule et tout ça, et je veux réussir les premières prises. Je ne veux pas refaire les prises. C'est-à-dire, même si on en refait parce qu'il y a une erreur, il y a quelque chose, mais il veut garantir les premières prises. C'est-à-dire, il veut que les comédiens donnent cette réalité crue. Il avait déjà cette idée qui était posée. Après, pour le plan de début, moi, je me rappelle, c'était très compliqué. Je pense que
à moins 7 degrés à Al-Bayed. Moi, j'étais avec une tenue de ski. J'ose même pas imaginer ce que ressentait Nabil Asli à ce moment-là. Mais c'était très, 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 très dur. Mais en fait, on faisait le plan large. Et moi, j'étais dans une voiture qui roulait sur une piste qui était, il y avait du verglas. Donc, quand le mec freinait, le chauffeur freinait, il y avait une sorte de patinage comme ça. Et à un moment donné, je sais que Nabil Asli, quand il tombe du plan large pour accorder sur le plan serré, quand il tombe, tout de suite, Merzak crie « Stop, tu descends tout de suite ». Donc, on n'a pas fait le plan intermédiaire, on a fait tout de suite le plan où il tombe. Il lui a demandé de rester, de ne pas bouger. En fait, il a profité de cet accident. Cette scène n'était pas... Elle était conçue pour qu'il y ait un travelling latéral, ça c'était écrit, tout ça. Mais le fait que Nabil tombe à un moment donné, d'ailleurs tu le vois, je le filme et il sort du cadre. Parce que il tombe réellement en fait. Et en fait, on est sorti pour faire le plan où il se retourne, où on est vraiment de face et on le voit en train de se retourner. Ça évoque qu'il est poursuivi, quoi. Ça, c'était très astucieux de sa part. Moi, le seul mérite que j'ai dans cette scène, et je l'ai entendu dans Le Masque et la Plume derrière, parce que quand on faisait l'étalonnage du film, il y avait un grand monsieur, star de l'étalonneur qui retouche les couleurs, et qui m'a dit, écoute, je peux l'éclaircir, Nabil Asli. Je lui dis surtout pas, laisse-le dark, noir, image quasiment illisible. Je dis laisse-le comme ça, parce que pour moi, c'était ça la symbolique, c'était une tache noire sur du blanc. Tu vois, donc du coup, j'ai dit surtout pas, parce que un étalonneur, c'est dans son mindset, il veut retoucher les couleurs, embellir, il veut ramener ça. Donc je dis non, surtout pas, laisse-le tel quel. Et dans Le Masque et la Plume, je me rappelle je ne sais pas c'était qui, c'était une dame qui avait dit ce plan de début où on a une terre, une neige grisâtre, telle une terre brûlée. Il y a une interprétation qui a dépassé. Mais Merzak, là-dessus, en fait, il avait en fait, si tu veux, dans sa façon de travailler, il sait ce qu'il veut, mais il ne va pas te le dire forcément. Il ne va pas trop intellectualiser la chose. Il va te laisser faire pour essayer d'avoir, de profiter, si tu veux, de ta créativité. Mais s'il voit que tu n'es pas dans son sillage à lui, il va te recadrer. Mais il ne va pas tout de suite te dire, il ne va pas te contraindre dès le départ. Au contraire, il te donne un champ d'action, une liberté. Et si tu as bien compris ce qu'il veut dire, le tournage va se passer vraiment d'une façon très, très lisse et très... d'ailleurs, je pense même avec les comédiens, pareil. Il les laisse un peu travailler, il leur explique la situation, mais il ne va pas leur donner trop de choses. Il va profiter un peu de leurs instincts et après, il va corriger. S'il voit... Moi, il m'est arrivé des fois en me disant non, baisse un petit peu, machin, pour un cadreur, ça ne se fait pas, tu vois. Tu es censé savoir cadrer, mais des fois, parce qu'il a envie, même sur les gros plans qu'il fait, c'est lui qui décide de ça. Moi, je n'aurais peut-être pas fait ce que j'ai vu sur Papicha. J'avais dit à Mounia Meddour, c'était trop comme ça, quoi. Sans doute pour des histoires de cohérence par rapport à l'époque, quoi. Tu ne peux pas maîtriser l'arrière-plan, avoir des voitures d'époque, machin. Donc forcément, le chef-op, il s'est dit, je vais trop... Et moi, ça m'a un peu gêné, quoi. Donc, et le film a été fait vraiment avec... c'était très dur parce que il nous avait tous conditionnés. Moi, pour ma part, j'ai vécu une contrainte parce que j'étais déjà dans cette idée parce que je sortais du clip. Moi, j'avais commencé en faisant des clips en France. Et donc, ça veut dire embellir l'image. La publicité, c'est pire encore. Quand je suis reparti en Algérie, j'ai fait de la pub. Et lui, c'est pas ce qu'il voulait, quoi. Il voulait une image qui raconte. Et c'est là où je me suis un peu reconfiguré en disant finalement, c'est vrai, il a raison. Moi, j'ai souffert parce qu'il ne me laissait pas faire, mais il ne me laissait pas faire pour m'embêter. Il ne me laissait pas faire parce que, en disant non, écoute, je ne veux pas une image, ça c'est trop clair, c'est trop machin, je veux ceci, cela. Ça a été une souffrance pour moi, le film. Et une négociation constante. Parce que
À chaque fois que j'essayais d'éclairer, il me dit non, 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 éteins s'il te plaît, c'est trop machin. Donc je dis c'est pas grave, je mets ça. Donc chaque plan on a négocié et c'était pas très. Maintenant avec le succès du film, forcément, je suis ravi d'avoir. Mais sur place, j'étais. Mais je pense que ça a été aussi le cas pour les comédiens aussi, hein, parce qu'il a été, il savait exactement ce qu'il voulait. C'était très très précis. Sur les tournages de Merzak, il y a pas, il y a de l'improvisation, mais vraiment pour tenter quelque chose. Mais pas au départ, tout est bien calé, quoi. Il n'y a pas de comédiens qui ne connaissent pas leur texte ou ça, c'est. Il ne ferait pas des films en 11 jours. Le dernier film qu'on a fait ensemble récemment, là, on a tourné en 11 jours. Oui, parce que il faut dire quand même quelque chose. C'est quand Oui, même quelqu'un qui filme plus vite que son ombre. Je veux dire, et on parle pas d'un cinéaste qui a 20 ans. oui, Voilà, ça c'est très important aussi. Et parce oui. qu'il y a eu deux, trois périodes dans sa vie, et je crois que l'étape en cours, c'est celle qui a commencé, je crois, avec Normal, qui a, à mon avis, donné à son cinéma une autre direction, et il enchaîne film sur film, film sur film. Là, on est là parce que Première Ligne sort le 22 avril. On enregistre, on est le 17 avril, mais voilà, il a déjà fait un autre film, ou deux, peut-être, je sais pas. Je peux pas. Le deuxième, il est en préparation. En Voilà. fait, le deuxième était prévu avant le dernier. Oui. Mais faute de financement, on a fait un autre en attendant, quoi. Mais en attendant, il n'attend pas. Oui, c'est ça. En attendant, il n'attend pas. Tu as Ouais. travaillé combien de fois avec lui? Là, on vient de finir le 8e film ensemble. 8 films depuis 2011, je crois. Donc, ça va Mm. faire maintenant 15 ans pratiquement. 8 films en 15 ans. C'est très bien, ça, c'est c'est Oui, balèze. Et, ouais. et, et, et quand tu arrives sur le tournage, enfin, quand tu vas commencer à travailler sur Première Ligne, euh, j'imagine que si, est-ce que à chaque fois, à chaque tournage, chaque nouveau film de Merzac, tu te dis je repars de zéro, ou tu n'es pas forcément dans cette configuration? Comment ça s'est passé avec Première Ligne, par exemple? Bah, écoute, première ligne, on était un peu plus à l'aise. Je pense qu'il y avait du financement, mais il y avait de la figuration. Et la contrainte première et ce qui nous faisait, pour ma part, beaucoup d'inquiétude, c'est que le film se passe en une journée. Mais nous, on l'a tourné en 21 jours et c'était début novembre, quoi. Donc, à une période où tout est possible. D'ailleurs, on a eu des difficultés. Il a fallu revoir un peu déplacer le décor principal parce que là où il était mis, avec, tu sais, le changement de météo, a fait que le sable bougeait beaucoup. Donc, on s'est recentré au milieu de la plage pour éviter ce genre de changement, quoi. Et la difficulté, c'était de faire aussi passer la journée. Donc, il a fallu ruser. Mais je pense qu'avec maintenant l'expérience, j'ai compris déjà son cinéma et j'arrive à être plus rapide, c'est-à-dire et me plier aux exigences parce que tourner en 11 jours un long métrage, ça veut dire pas de lumière, ça veut dire équipe très réduite, ça veut dire être dans une configuration quasiment, je dirais pas de documentaire parce que c'est pas fait comme un documentaire. Comme je te disais, c'est écrit, c'est précis. Euh, Lui, c'est vraiment, il est laborieux, quoi. Il travaille, il fait, il prépare ses scènes et tout ça. Il n'arrive pas sur le plateau en se disant. Et c'est pour ça que le chef d'orchestre, dans ce type de configuration, est très important. C'est-à-dire, il met tout de suite tout le monde. Et quand il y a un souci, 20 secondes, il a trouvé la solution, lui. Voire même, des fois, il l'anticipe. C'est-à-dire, il a des plans A, B, C, en se disant, je vais avoir un problème. Là-dessus, il sort tout de suite la solution. Qu'est-ce que quand tu as reçu le scénario de Première Ligne, qu'est-ce que tu as vu déjà dans ce scénario en tant que DOP? Moi, j'ai vraiment, d'ailleurs, j'ai écrit quelque part là sur Facebook un truc.
Moi, j'ai pensé à la règle du jeu de Renoir. Je dis, c'est génial comme procédé, tu vois, c'est décor unique, il y a un côté théâtral, il y a beaucoup de gens, il y a la lutte des classes, tu vois, et tu as en plus une sorte de trame un peu, tu sais, Montaigu, Capulet, là, Roméo et Juliette, là, entre les Mmh. deux amis. Donc, il y a vraiment une trame formidable. Et même si c'est un lieu unique, bon, il y a par moments des scènes qui se passent ailleurs. Il n'y a pas que la plage. Mais le plus gros c'est une journée à la plage, quoi. Et j'ai été très, très enthousiaste à l'idée de faire ce film parce que je me dis, franchement, c'est une. Moi, je lui ai dit, moi, tu devrais l'appeler Dernière ligne. Bon, tu vois, ça aussi, c'est la déformation du réalisateur, frustré. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est pas à moi de déterminer. Mais je lui dis, moi, j'aurais mis dernière ligne parce que c'est en fait, c'est la plage reste la dernière ligne avant le départ. Je ne sais pas si tu arrives Oui, mais à peut-être que oui, si, imaginer si, je vois les. très oui, mais Hmm, si tu dis dernière ligne, ça voudrait dire aussi peut-être dernier film et ça, c'est pas possible pour Merzak. Il ne pense oui, jamais comme le dernier film. Pour lui, il y a pas de dernier film, il y aura jamais il y aura un dernier film parce que bon, bah, le jour où il décédera. C'est-à-dire, oui, j'espère, le plus voilà, le plus longtemps possible. Mais c'est tout, c'est la mort qui décidera de son dernier film et je pense que si tu mets dernière ligne, inconsciemment, il dit: «Non, c'est pas mon dernier film». C'est comme, oui, avec Hamina quand il avait fait, La dernière image et puis ensuite il a mis plus de 20 ans pour faire le crépuscule je sais plus, Crépuscule, je me rappelle plus du titre, bon, je m'en excuse. ouais, Et très souvent, certains amis à lui très proches le taquinaient en lui disant bah, décidément, tu as appelé la dernière image, ouais. c'était un ton prémonitoire. Tu as prédit le fait que c'était ton dernier film, la dernière image. Donc, dernière ligne, Mhm. je pense que c'est pas possible pour un mec pour un cinéaste, pardon, comme Merzak. Non, parce que le prochain, celui qui est en post-production, là, actuellement, non, j'en dirai pas plus. Je ne sais pas si j'ai le droit. Je ne te poserai même pas la question, ne t'inquiète pas. Non, je pense que, oui, je pense il y a encore à faire, quoi. Sachant qu'il y en a un qui est en prépa pour le tournage. Donc, il y en a un qui est en post-production et l'autre qui est en prépa, qui a été annoncé là euh, par le ministère de la Culture, Sablothérapie, ça va s'appeler. Donc, Oui, non, j'allais te dire, première ligne se passe en été. C'est quelque chose qui est très important. Faut quand même le oui, préciser. Parce que tu expliquais que le tournage s'est fait en novembre, tout ça. Mais oui. comment, c'est la lumière surtout. Euh, comment essayer de jouer sur ça, sur cet aspect-là, pour avoir une lumière estivale? Parce que la lumière de novembre, bah, Oui. on est plus en été, enfin, on arrive plutôt vers l'hiver, même si à Alger, enfin, c'est vrai que la lumière est différente. Mais comment Oui. approcher cette lumière estivale? Mais écoute, on a eu, comment ça s'appelle? On a eu de belles journées, mis à part vers la fin, où il y a eu, comment dirais-je, quelques journées un peu cloudy, quoi, un peu brumeuse, quoi. Pas brumeuse, avec des nuages, quoi. Et donc, on a eu ça. Après, je pense qu'à un moment donné, on a eu 4 jours de mauvais temps où il a continué à tourner quand même. Moi, je comprenais rien parce que, en fait, j'avais dit, lors de la prépa, on avait décidé. Lui, je sais qu'il aime pas être dans les. Je pense qu'il a fait des tournages en France, chouchou. Il y a eu des gros moyens avec des camions, machin. Rester assis dans une chaise et attendre que les techniciens se mettent en place, ça, il supporte plus. C'est-à-dire, je pense qu'il a trouvé une dynamique et moi que je trouve aussi très bénéfique aussi pour le jeu d'acteur, parce que les acteurs n'attendent plus, tu vois, dans cette nouvelle logique, ils sont là, la journée est pleine, ils tournent, ils s'arrêtent pas, et moi ça aussi, c'est important pour moi, parce que je vois quand les acteurs, c'est-à-dire si les acteurs t'attendent en tant que directeur de la photographie, ils vont se fatiguer, ils vont perdre le fil, le raccord d'intention de jeu, euh, tu vois, donc c'est et là, il décide de tourner quand même pendant les 4 jours. Et moi, je lui ai dit, écoute, c'est pas raccord, la lumière n'est pas raccord.
Et je ne comprenais pas pourquoi il a continué à tourner. Moi, je me suis dit peut-être qu'il s'est dit, au lieu d'interrompre pendant les 4 jours l'équipe, ça va les ramollir un petit peu. Il a décidé quand même de continuer, mais bon, de toute façon, il ne va pas monter ces images-là. Elles ne peuvent pas être intégrées dans tu sais, cette journée belle. Et pourtant, il a utilisé une scène qui fait sens finalement, même si elle est cloudy comme ça. C'est une scène entre Nabil Asli, sa dulcinée. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Et au contraire, cette lumière qui est un peu plombée va donner en fait ce sentiment, cet indice que cet amour ne va pas aboutir. Bon, je dis ça, j'ai rien dit. Voilà. Donc, mis à part ça, on a eu quand même de belles journées, je trouve. Et le problème qui me faisait peur, c'est le son, parce que quand tu enregistres les répliques, les sons directs, tu sais, le ressac, ça fait un brouhaha derrière, mais qui était totalement différent. Mais d'après Merzat, sur la post-production, maintenant avec les nouvelles technologies, ça a pu être réglé assez rapidement. Le tournage, moi j'avais peur d'un autre truc encore plus bête. Tu sais, c'est que les carnations, les personnes bronzent. Elles peuvent même bronzer sous le parasol, tu vois, par réverbération, tu vois, avec le truc. Et moi, je me suis dit, non, mais il faut une équipe de maquillage au cas où, on ne sait jamais s'il faut raccorder, mais même raccorder quelqu'un qui a bronzé la veille, alors qu'il doit être raccord, pas bronzé, ça va être un casse-tête chinois. Je me suis fait peur, en fait, c'est tout, parce que finalement, bon, on a utilisé des trucs préventifs, tu vois, des crèmes solaires et tout ça, et on avait quand même une dame au maquillage qui était bien briefée là-dessus, en disant attention, il faut prendre des photos, parce qu'après au montage, si tu montes cette image et que l'acteur a fait juste 5 mètres dans l'histoire, il est sorti d'un décor pour aller dans un autre, mais il a pris 3 teintes de bronzage, là, c'est un peu compliqué après à rattraper, quoi. Mais nous n'avons pas eu ce problème, heureusement. Je le confirme. En tout cas, ça se voit pas dans le film. Je rappelle, première ligne, le dernier film de Merzac. Et puis surtout, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un film de Merzac distribué en France. Ça ne veut pas dire que parce que c'est pas distribué en France, ça veut dire des choses. Non, moi, voilà, je vis en France et je remarque que cela fait un certain temps. Et je crois que la dernière fois, mais je peux me tromper, hein, qu'un de ces films est sorti distribué en France, c'était Enquête au paradis. Je crois que c'est Enquête au paradis, si je ne me trompe pas. Mais il faudrait confirmer. Donc ça fait un bon bout de temps. Et le film sort le 22 avril. Et pour en parler, le directeur de la photographie, Hamoudi Lagoun, était là pour nous en parler. Mais avant de te laisser tranquille, j'aurais une dernière question à te poser par rapport, qui peut être un peu provocatrice, certes. Mais voilà, on sait que tu es une personne importante, en tout cas, dans le procédé filmique, la fabrication de films chez Alouache depuis un certain temps. Mais n'as-tu pas peur qu'on te mette dans une case, même si tu as déjà travaillé avec d'autres personnes aussi, c'est pas ça le problème, mais n'as-tu pas peur qu'on te mette dans une case, à savoir Hamoudi, c'est Alouache, c'est le cinéma d'Alouache. Ça peut pas être autre chose. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te questionne, ça? Écoute, non, cette réputation tourne, hein. C'est tout à fait normal, c'est logique. Mais non, au contraire, moi, pour moi, j'ai beaucoup appris au contact de Mozart. C'est vraiment un personnage formidable. Il sait raconter les histoires, il sait les mettre en scène, il maîtrise. C'est un chef d'orchestre avec lequel j'ai toujours éprouvé du plaisir, même si on n'a pas de moyens, on a des difficultés. Je sais que le truc va arriver à bon port, tu vois. Après, bon, moi, par analogie, je te parle de Truffaut et Nestor Almendros, qui est de Barcelone, comme par hasard aussi. Nestor Almendros a fait 9 films avec François Truffaut. Je me revendique de cette école-là, tu sais, parce que Nestor Almendros, il éclairait quasiment pas. Il n'y avait pas d'artifice et tout ça. Il utilise beaucoup de la lumière naturelle. C'est une référence, en tout cas, pour moi.
dans la carrière de quelqu'un, mieux vaut avoir de belles rencontres. Moi, j'ai essayé d'éviter les mauvaises. J'en ai eu des très intéressantes. L'avant-dernière, c'était avec Anis Djihad Larahmou, et sur Terre de Vengeance. Et c'était vraiment une très, 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 très belle aventure. Dommage pour le prochain scénario que j'ai lu, qui est formidable. Le film qu'il devait faire prochainement. Non, j'ai eu la chance de bosser avec Sidi Ali Mazif, il y a eu des fois des rencontres qui se passent mal. Ça arrive. Ça arrive de toute façon. Mais il y a un film au bout. De toutes les façons, les gens ne se rappelleront pas de ce qui s'est passé dans le tournage. Ce qui importe, c'est l'œuvre. Mais en tout cas, bosser avec Merzak Alouache, c'est, en plus d'un honneur, c'est toujours un plaisir et une école, quoi. Moi, j'ai à chaque fois, c'est un dépassement de soi, parce que il veut travailler coûte que coûte. Donc, des fois, même quand c'est pas possible, on y va quand même, tu vois. Donc, et ça me plaît. C'est un défi. C'est un modèle pour moi, tu vois. C'est un modèle de persévérance, d'abnégation et de combativité, quoi. C'est un mec de terrain, et chaque fois, c'est un plaisir. Je pense que pour lui, c'est pareil. C'est-à-dire se retrouver dans une configuration de tournage, malgré l'adversité, rien ne viendra le bousculer ou l'arrêter ou le freiner. Donc ça, c'est... voilà. Merci à toi, Hamoudi, en tout cas, de nous avoir consacré un peu de temps. Je rappelle, en première ligne, le dernier film de Merzak Alouache sortira en France d'ici quelques jours, le 22 avril. Je voulais aussi remercier de nouveau Thierry Vidot, l'attaché de presse, mais aussi les films des deux rives, Jacques Choukroun, Pauline Richard, voilà, pour toute l'aide apportée à la conception de cette émission. Merci à toi, Hamoudi, et puis à très vite. Merci beaucoup, à très vite. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.